Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par B. Quignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. Manuel Coitou, Le pacte social réexpliqué aux citoyens déchus, 2012. Mathieu Gosztola, Le génocide face à l'image, 2012. Marie-Josée Rinaldilarribe, Peut-on encore rêver d'Europe, 2012. Nicole Perruis-Fache, L'humanisme et l'espoir, 2012. Pierre Groux, Dominique MertensantamariA, Katia Radja, Patrick Chambry pour une nouvelle industrialisation des régions françaises, 2012. Jean-Marc Royer, La science, creuset de l'inhumanité, 2012. Stéphane Scrive, L'Europe au temps des neufs ou la fin des illusions, 2012. Marie Saiget, L'ONU face aux violences sexuelles de son personnel, 2012. Vanessa Fargnoli, Violès comme arme de guerre, 2012. Jean-Jacques Ledos, Petite contribution à l'histoire de la radio, 2012. Jean-Jacques Ledos, Petite contribution à l'histoire de la télévision, 2012. Julien Denieuil, Concentration éditoriale et bibliodiversité, 2011. Introduction. Dans une oreille, la sempiternelle critique, il faudrait que la cantine soit meilleure et moins ringarde, avancée par des élèves et enseignants revient comme une ritournelle. Dans l'autre oreille, l'effroi du personnel de la restauration scolaire se prolonge en ajoutant. Plus les années passent, plus les élèves agréables disparaissent de la cantine et les perturbateurs sont de plus en plus nombreux. J'ai souvent pu entendre ces discours durant ces dernières années, et j'ai pu constater quelquefois l'effet néfaste de cette situation sur la relation entre les élèves et le personnel de service d'un établissement scolaire. Certes, le repas aux yeux des gourmets a une connotation festive, et la France possède un patrimoine culinaire et un savoir-faire que le monde entier lui envie. Elle restera encore longtemps le modèle et la référence. Mais l'adolescent, principal client de la restauration scolaire en lycée, ne s'accorde pas toujours avec la table, et l'on rencontre souvent dans ces cantines des élèves désintéressés par ce qu'ils mangent et à la tenue inappropriée ou irrespectueuse envers les agents et leur travail. Faut-il reporter la responsabilité sur un des acteurs, ou sur les produits proposés ? Ou faut-il plutôt essayer de comprendre l'importance que l'on peut donner à ces deux éléments ? Chamallow, Roudoudou, Malabar, Carambar, Kinder, Mr Freeze et boule de gomme, Nutella, Tagada, Chupa Chups, Dragibus, sans compter le kiri, le ketchup, les chips, les nuggets, les hamburgers, surimi et pizza surgelée. Les adolescents sont gâtés. Gâtés, un mot à double sens. En version pessimiste, cela veut dire compromettre, détériorer, abîmer. Si nous examinons de près la situation, nous nous apercevons que les adolescents d'aujourd'hui sont fervents du Big Mac. Mais sauront-ils apprécier demain les restaurants d'entreprise, voire les Gagnères ou Ducasse ? Ce n'est pas sûr, si on ne les aide pas, car comparativement les jeunes des années 1970 avaient des repères qui ont quasiment disparu. En effet, où sont les petits déjeuners de vacances ou repas préparés avec le lait de la ferme, le poulailler du voisin, le verger ou le potager des grands-parents ? À cet effet, un focus peut être fait sur les élèves des lycées professionnels des métiers de bouche et hôteliers, qui deviennent pour beaucoup les gérants des cantines scolaires qui sont les garants de notre patrimoine culinaire et qui ont tous un rôle à jouer. Ce sont eux qui assureront la pérennité d'une culture culinaire mondialement reconnue, et qui exporteront demain le goût français à l'étranger et aux futures générations. Nous devons donc stimuler leur curiosité afin qu'ils deviennent de meilleurs professionnels du savoir-manger. En effet, comment demander à des élèves de lycée hôtelier de connaître la composition d'une fricassée de homard aux pleurotes alors que certains d'entre eux n'ont jamais goûté un produit traditionnel tel qu'un époisse affiné aux marques de Bourgogne ? Cette nouvelle aventure gastronomique peut commencer par la présence de mets simples dans les assiettes des restaurations scolaires dès le collège. En effet,
Comment demander à des adultes en 2032 d'avoir une attention quant à leur culture française s'ils n'en furent pas informés au lycée ou au collège? Une information ludique, claire et simple pourrait leur permettre d'aiguiser leur savoir et de devenir des connaisseurs, sans jamais oublier qu'un repas reste un moment de plaisir même au réfectoire. Aussi simple soit-il, le repas doit toujours rester un réel moment de découverte. Comme les muscles, la curiosité se travaille. Alors entraînons donc les neurones de nos futurs consommateurs. À Léo et Colin, mes garçons, qui chaque soir me racontent, ils ont plutôt critique, leur déjeuner du midi à la cantine. 1. Le contexte. 1.1 Des constats personnels. L'école est comme beaucoup d'autres lieux, un lieu privilégié d'éducation au goût, à la nutrition et à la culture alimentaire. Le temps du repas est l'occasion pour les élèves de se détendre et de communiquer. Il doit aussi être un moment privilégié de découverte et de plaisir. La restauration scolaire doit être reliée à la vie sociale et tenir compte de la diversité des modèles dans les différentes cultures. Le goût s'apprend, s'éduque, s'acquiert dans le temps. Il peut être le point de départ pour toute une série d'activités. La découverte de produits, la valorisation du patrimoine culinaire, la promotion de la qualité, la découverte des odeurs, des saveurs, des épices et des essences, l'explication des secrets de fabrication, l'exercice de l'esprit critique face aux tendances, aux modes et aux médias. Je constate un abandon progressif des connaissances culinaires régionales auxquelles les populations sont attachées, comme un arbre à ses racines en France plus qu'ailleurs en Europe. Je constate un état relationnel entre les personnels de service et les usagers adolescents très instable, souvent aux frontières du manque de sang-froid, et quelquefois avec débordement. Face au malaise qui existe quelquefois dans les cantines scolaires, j'ai constaté avant la création de ce rapport, au travers des différentes sources rencontrées, que les offres d'ateliers d'animation ou de recherche d'initiation étaient uniquement tournées vers le sujet pédagogique de l'équilibre nutritionnel aux notions scientifiques, et quasiment jamais vers la connaissance culturelle. Mais avant d'avancer mes idées préconçues sur ces critiques et souhaits d'adolescents, car étant des idées vues par un adulte, j'ai écouté les paroles des jeunes étudiants lors de mes années en qualité d'enseignant. Afin d'avoir un recul sur cette situation, j'ai eu l'occasion d'écouter en classe et dans la salle des professeurs, les diverses opinions provenant des autres acteurs présents sur un lycée, agents, gérants de la restauration scolaire, proviseurs, enseignants, inspecteurs, qui sont sujets de polémiques concernant la restauration scolaire et l'enthousiasme porté à rejoindre ces locaux. On s'aperçoit rapidement qu'il existe deux sortes de clientèle dans ce type de restauration. Ceux qui trouvent qu'il faut bien se nourrir et que le cadre et l'ambiance importent peu. Et ceux qui pensent que les techniques appliquées à l'organisation de cette restauration ne sont plus adaptées ni au public d'aujourd'hui, ni à la demande de la clientèle. Ma première rencontre fut tout naturellement, dans un des établissements d'enseignement où je professais, avec le responsable de la restauration scolaire du lycée professionnel Béliard à Paris, 75 018, M. Bertrand Talouet. Le début de nos conversations se sont tournés vers sa profession, puis dirigés vers l'usager. Bertrand Talouet, il est vrai que nous devons améliorer ou réformer certains points de notre fonctionnement et de notre quotidien, tels que la relation avec les élèves. Mais ceci ne pourra être fait qu'en concertation directe avec les élus du conseil d'administration de l'établissement d'enseignement. Quant à l'évolution de nos carrières, je pense qu'elle est assez lente, qu'il est difficile de changer les mentalités et les techniques de travail, cependant, il est parfois nécessaire d'avancer lentement mais sûrement. Kilian Stengel, que reprochez-vous à la relation avec les élèves? Bertrand Talouet, les élèves sont bien souvent très loin de l'idéal clientèle attendu dans notre enceinte. Un manque complet d'éducation nuit au bon déroulement du service et de leur repas. Leur indiscipline est un frein à notre volonté de bien faire. Le respect donné aux enseignants n'existe pas ici. Toutes les dames de service vous le diront. Depuis quelques années, je suis confrontée dans le milieu professionnel à un manque évident de références alimentaires des adolescents. Ces lacunes engendrent des difficultés importantes entre les professionnels de la restauration scolaire et les lycéens. Pour agir face à ce dilemme, il me faudra connaître les causes de ce manque d'éducation. Personnellement, mon idée à ce sujet,
ne se fiche pour le moment qu'à mon observation personnelle, durant quelques années, sur la pertinence des produits avancés dans les restaurants scolaires. Ma vision des choses étant réduite à mon expérience, je ne peux pas me permettre d'être prétentieux en portant des flots de critiques. C'est la raison pour laquelle, avant d'envisager un avis, je continue de recueillir des opinions de différentes personnalités afin d'observer ce qu'est la promotion des produits et le ressenti auprès de la clientèle adolescente dans ce type de restauration, sous tous ses angles. En ce qui concerne la faiblesse de repères alimentaires de nos élèves étant par exemple en école hôtelière, Michel Béthane dans son article « Pauvre France » de la Revue des vins de France, nous dit ce qu'il en pense et ce qu'en pense la profession restauratrice. Nos lycées hôteliers fournissent, aux frais du contribuable, un contingent annuel de serveurs aux connaissances technocrates dont le savoir livresque est incapable d'assurer à la clientèle le service qu'il est en droit d'attendre. En ce qui concerne les techniques d'enseignement et le thème d'enseignement dicté par les référentiels Claude Copin, formateur à l'IUFM de Versailles, me dit ce qu'il en pense lors d'un entretien. J'ai eu l'occasion, l'an dernier, d'assister à une séance de technologie concernant le fromage à croûte fleurie, destinée à des caps serveurs et cuisiniers, les mêmes futurs cuisiniers que l'on retrouve 20 ans plus tard aux commandes d'une cantine. Elle était réalisée par un professeur stagiaire, largement téléguidé par son conseiller pédagogique. En 55 minutes, les élèves ont été bombardés d'informations. J'ai eu l'impression qu'on cherchait à faire ingérer de force un produit indigeste que les élèves devaient régurgiter le jour de l'interrogation et s'empresser d'oublier après l'examen. Or, les études ont montré qu'un élève ne peut pas mémoriser plus d'une dizaine de références nouvelles au cours d'une séance, alors qu'elles se dénombrent ici à 50. D'ailleurs, nos élèves sont-ils toujours les mêmes ? Une enquête menée dans nos classes nous montre que les fromages de nos terroirs ne font plus partie de leur culture. Les familles ne consomment plus ou peu de fromage artisanal ou non pasteurisé et perdent leur rôle d'initiateur gustatif de sorte que les élèves jugent la matière et le produit rébarbatif. Ils sont démotivés face à la masse d'informations à ingurgiter et ne voient pas la finalité de l'enseignement de la matière. N'avons-nous pas tendance, de bonne foi, à faire de cet enseignement un pseudo-enseignement de haut niveau ? Soit par goût personnel sur certains thèmes, soit pour nous couvrir face aux questions probables lors de l'examen. Le souci d'exhaustivité nous conduit à évoquer par exemple, le Jérômé. Pourquoi s'étendre sur ce produit, admirable sans aucun doute, mais dont la production fort réduite est réservée aux restaurants de spécialités alsaciennes et aux clubs de dégustateurs avertis. Sans parler du sous-main-train, dont la consommation est quasi uniquement régionale, que nous nous sentons obligés de le citer lorsque nous parlons de la Bourgogne. Nous ne devons jamais oublier que nous formons de futurs employés de la restauration collective comme traditionnelle, et non pas des fromagers ou des vignerons. Dans ce cas, pourquoi certains réalisent-ils un cours d'1 heure sur les levures ? Pourquoi toujours commencer par étudier la grappe de raisin ? À quoi bon apprendre à un élève ce qu'est un pédicelle ? Dira-t-il un jour à un client d'un restaurant : « Je vous recommande ce Beaujolais, il a été élaboré à partir de raisins dont le pédicelle est vraiment magnifique. » Finalement, n'enseignons-nous pas en effet un savoir livresque que le raccourcissement des cours de travaux pratiques et le manque de présence concrète du produit ne nous permettent plus d'ancrer ? Il faut en tout cas que disparaissent au plus vite les sujets d'examen trop ambitieux portant sur des points professionnels peu pertinents. 1.2 Des constats concernant le produit. Un état des lieux de la France nous présente un paysage de culture et d'élevage. Les agriculteurs et fermiers du territoire offrent quantité de produits différents, d'origine animale ou végétale, tous issus des agricultures régionales. La diversité des productions est à l'origine de la création de nombreuses recettes. Recettes anciennes, transmises jadis de mère en fille et de père en fils, ou recettes originales adaptées à la cuisine nouvelle. Pour sauvegarder le patrimoine de produits traditionnels, quelques confréries qui n'incluent jamais de gérants des cantines, se sont créées sous l'impulsion de grands maîtres et officient régulièrement. Des cérémonies d'intronisation permettent à des personnalités d'être reconnues comme ambassadeurs et grands défenseurs de la gastronomie. Mais la défense de ce patrimoine ne doit pas être réservée à certaines congrégations, c'est l'affaire de tous, et les futures générations ne doivent pas l'oublier, elles doivent en hériter.
L'une des plus grandes richesses de la France réside dans la diversité de ses terroirs et de ses races et variétés d'animaux et de végétaux quelquefois en voie de disparition. Les contrats donnent dans chacune des régions le pouvoir de sauvegarder et valoriser leur patrimoine en partenariat avec les milliers de citoyens éleveurs amateurs ou éleveurs professionnels et les scientifiques de l'État, et sont aujourd'hui l'outil indispensable pour mener tout à la fois une politique dynamique de préservation de la biodiversité, et sauver de la disparition toutes ces races en les faisant revivre grâce à la tradition culinaire française. La France est depuis toujours une des patries de la bonne cuisine. Quoi de plus agréable, au lieu de toujours culpabiliser les humains, que de leur faire apprécier l'importance de la biodiversité en mangeant bien? Afin de se pencher sur nos erreurs concernant les méthodes de préservation du patrimoine culinaire, observons les années passées. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le leitmotiv productiviste, justifié à l'époque par la nécessité de nourrir une population en pleine expansion, fit que la production passa au stade industriel, hors sol, et ne se concentra que sur quelques souches d'hybrides les plus productifs. Une décision politique dont on ne mesure qu'aujourd'hui, à la lueur des connaissances actuelles qui ont révélé l'utilité de protéger la biodiversité, les graves conséquences. Les centaines de races qui faisaient alors toute la diversité de nos terroirs faillirent disparaître si elles n'avaient été sauvées par des particuliers désintéressés en tant qu'animaux domestiques, de compagnie ou d'ornement. C'est le cas de notre célèbre coq gaulois, dans les basses-cours familiales. Il serait juste que la société du XXIe siècle reconnaisse que ce geste qualifié par certains à l'époque du conservatisme entêté, cette résistance à la mode, fut utile, et permit in extremis d'éviter leur irrémédiable disparition. Il serait juste qu'elle le mette au crédit des éléments à transmettre aux générations futures. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, bien de l'eau s'est écoulée sous les ponts. Le monde politique et une très grande partie de l'opinion publique commencent à prendre conscience de la nécessité de maintenir la biodiversité, des espèces sauvages ou des espèces domestiques. Un récent rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture l'a rappelé. La sélection naturelle et humaine a donné des milliers de races et variétés agroalimentaires, adaptées à une très grande diversité des milieux naturels. Le maintien de cette diversité permet en effet de sélectionner, en fonction des circonstances, des animaux capables de résister à diverses maladies, de s'adapter aux changements climatiques ou de répondre aux attentes des consommateurs. Faute de mesures adéquates entre autres en termes de transmission des connaissances alimentaires, plus de 2200 races ou variétés recensées dans le monde pourraient disparaître dans les 20 années à venir, ce qui engendrerait, notamment pour les pays en voie de développement, des conséquences graves. L'hyperproductivisme a conduit par exemple à l'hyperspécialisation des races animales sur un seul critère, ponte, chair ou lait, au détriment de leurs autres qualités. Aujourd'hui, on réalise l'erreur qui a été faite, et on recherche à nouveau des races de terroir à plusieurs fins, notamment parce que celles-ci sont plus rustiques et résistent mieux aux maladies, ce qui évite l'abus d'antibiotiques ou traitements pesticides, fongicides lourds, etc. On se doit de créer de nouvelles richesses tout en renforçant la tradition culinaire de la France. L'agriculture est en train de changer de visage. Demain, l'Europe encouragera une agriculture plus respectueuse de l'environnement et du bien-être animal, mais surtout ce qui est essentiel à nos yeux, l'accent sera mis sur la qualité des produits, leur spécificité et leur reconnaissance étant seules susceptibles d'assurer leur débouché, et un revenu intéressant et durable pour des éleveurs sérieux. Nos vieilles races d'antan seront bientôt à nouveau à la mode, car elles répondent à ces deux critères, qualité de la chair, du lait, etc., et richesse d'un patrimoine génétique unique qui les rend particulièrement bien adaptés au sol, au climat, au terroir. Mais les consommateurs auront-ils hérité de suffisamment de connaissances en termes de variétés alimentaires pour profiter des efforts de valorisation des vieilles races et variétés? Beaucoup de restaurateurs comme de gérants de cantines ont eu un rêve. Pouvoir créer des cartes des mets réalistes dans lesquelles, comme on commande un Saint-Émilion ou un Pommard pour le vin, on pourrait commander aussi aisément et couramment une géline de Touraine ou une poule de Marance, un steak de cheval comtois ou de percheron, un steak de vache limousine, un gigot de mouton sologno ou un rôti de porc basque. La traduction de ce rêve est que la diversité des races et variétés anciennes de terroir
est comparable à la diversité des vins. Nous créerions de nouvelles richesses si nous étions capables de réhabiliter et d'individualiser les races anciennes, en les rendant pour le grand public synonymes de terroir et de qualité, par exemple sous la forme de labels ou d'appellations contrôlées. Pour cela, le grand public se doit d'être sensibilisé sur ce sujet, en recevant des notions et des savoirs sur ce domaine. Il est primordial d'avoir compris qu'il fallait conserver et mettre en valeur notre patrimoine architectural, pictural, archéologique, bref ce qu'on pourrait appeler patrimoine figé, mais il serait dommageable de ne pas comprendre à temps qu'il est également nécessaire de protéger et mettre en valeur notre patrimoine vivant, car tous deux représentent une incroyable richesse pour la France. Certains pays, conscients de ce devoir envers les futures générations, ont inscrit leur race de terroir en tant que patrimoine national à sauvegarder dans la Constitution. C'est le cas du Japon avec le célèbre coq phénix par exemple. L'ONU en a fait de même en inscrivant la poule Nagasaki au patrimoine mondial de l'humanité, en tant que valeur internationale à protéger. Ces trésors vivants, nippons sont transmis comme valeur nationale par les conduites éducatives du pays. La France est considérée comme un des premiers pays touristiques au monde. Les étrangers le confirment chaque année. Ils aiment notre culture, nos monuments et la diversité des terroirs et des paysages sur de petites surfaces qui font la caractéristique de la France. La diversité des données culinaires est un des éléments de la diversité des paysages. D'autant plus que, bien souvent, ils contribuent au développement touristique. La diversité des recettes de terroir porte une part de notre identité culturelle. De prochaines lois de décentralisation viendront bientôt donner de nouvelles possibilités d'action aux régions. Il est fortement souhaitable de responsabiliser les régions en matière de transmission de leur patrimoine, mais aussi les acteurs de tout milieu éducatif et formatif. Il existe beaucoup de régions riches en races et variétés anciennes, comme le Nord, l'Aquitaine, la Normandie et la région Île-de-France, poule gâtinaise, poule de Mantes, la Jolie, poule de Houdan très réputée pour sa chair, etc. Toutes ces régions auraient l'occasion, grâce à ces savoirs avancés dans les restaurants scolaires, de montrer à leurs habitants qu'elles sont dynamiques en matière de protection de leur patrimoine vivant et qu'elles agissent afin de développer des filières porteuses de culture. Tout cela renforcerait la confiance des habitants en l'échelon régional et la reconnaissance des usagers des restaurants scolaires en termes de défense du consommateur à travers la défense du savoir-manger. Lorsque nous nous rendons au restaurant, nous n'achetons pas seulement de quoi satisfaire notre appétit, nous achetons aussi une part de rêve. Les races et variétés de terroirs qui ont survécu aux années 5060 n'ont pas le même rendement que les souches industrielles. Là où il faut 35 jours pour produire un poulet industriel élevé en bâtiment fermé, il faut souvent 90 jours et plus pour produire un poulet de terroir. C'est d'ailleurs cette vitesse de croissance plus lente qui fait la qualité de la chair. Cela signifie par exemple qu'un poulet de terroir mange plus longtemps et revient donc plus cher à produire. Si des données telles que celles-ci ne sont pas expliquées aux jeunes consommateurs, comment peuvent-ils prendre conscience de la valeur de ce qu'ils mangent ? Ce coût plus élevé de production est malheureusement un handicap pour les restaurants où les marges du plat final servi sont telles qu'elles ne permettent pas d'absorber aisément ce surcoût, en dehors des restaurants d'entreprise, dits gastronomiques, qui sont demandeurs de produits de terroir de qualité. Et ils regrettent souvent d'avoir bien du mal à en trouver. Rien n'empêche malgré tout les cuisiniers de collectivités d'informer des meilleurs produits qui existent sur le marché, en informant des coûts qu'ils engendrent. Cela permettrait aux usagers de prendre conscience du faible coût de leur assiette justifié par un produit de moindre qualité. Et pourtant la France n'est-elle pas connue partout dans le monde pour la qualité de sa cuisine ? Renforcer la tradition culinaire de la France et montrer l'exemple en matière de valorisation de la biodiversité est aujourd'hui possible en mettant à la disposition des usagers des restaurants une nouvelle approche de l'information sur le produit de terroir de qualité. En individualisant les races et variétés et en mettant l'accent sur leur spécificité et qualité, nous créerons de nouvelles richesses intellectuelles et nous leur assurerons un avenir prospère. Quel est l'intérêt pour un Parisien de se rendre dans un lieu de restauration pour commander un mets de tradition alsacienne, si c'est pour y manger la même choucroute insipide que chez lui ? Les gens ne se rendraient-ils pas dans un restaurant collectif avec d'autant plus d'envie et de plaisir,
S'ils savaient qu'ils vont déguster un Saint-Florentin ou un sous-maintrin bourguignon ou une délicieuse volaille de Puisaye, et qu'ils ont contribué par ce geste simple à sauvegarder une espèce? Les marchés locaux, souvent hauts en couleur, sont l'âme de la France. Avec l'aspiration croissante de nos concitoyens à manger sain, ils connaissent un certain regain d'intérêt. De nombreuses personnes n'hésitent plus à acheter des produits un peu plus honnêtes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.